Tape www.d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc, chers élèves, nous allons terminer ce premier chapitre de notre leçon en parlant de ce que l'on appelle l'honnête homme. Nous devrions même ouvrir les guillemets. Voilà. Et nous allons aussi parler du phénomène des salons. Je commence par la notion d'honnête homme. Je voudrais tout simplement, à votre intention, chers élèves, rappeler que l'honnête homme est une idée, c'est un idéal. Voilà, donc quand on parle au XVIIe siècle de l'honnête homme, ça renvoie tout simplement à un modèle d'homme. Voilà, un modèle d'homme qu'on aspire à incarner en quelque sorte. C'est un type d'homme pétri de valeurs fondamentales et donc que tout le monde devrait aspirer à incarner dans ses comportements de tous les jours. Et donc l'honnête homme, c'est véritablement un modèle. C'est un homme exemplaire, un homme accompli, hein, qu'on regarde et qu'on envie pour autant de qualités qui s'expriment à travers son comportement, à travers son attitude. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'idée d'honnête homme. Un honnête homme, c'est à peu près ça. Je vous invite d'ailleurs à faire très attention à la place, n'est-ce pas, de l'adjectif honnête. Donc, c'est un adjectif qui est antéposé. Hein? Donc, honnête homme ne veut pas dire homme honnête. C'est pas la même chose, c'est tout à fait différent. Donc, l'honnête homme, c'est ça. C'est un modèle d'homme achevé, accompli, un modèle d'homme pétri de valeurs, n'est-ce pas, qui incarne véritablement un idéal comportemental, et donc que les hommes et les femmes du XVIIe siècle regardaient comme une aspiration, quelque chose qu'il faut atteindre, quoi, hein, coûte que coûte. Et évidemment, il y avait des hommes comme ça au XVIIe siècle. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui ont définitivement adopté ce qu'il y avait de meilleur dans la proposition faite par l'esprit classique. Ça veut dire que s'il y a dans l'esprit classique quelque chose qui était véritablement essentiel, alors on peut dire que c'est l'honnête homme, ce modèle d'homme-là, qui avait retenu cela et qui avait décidé de l'incarner. Hein, de l'incarner. Donc c'est ça qu'il faut comprendre par honnête homme. Alors maintenant, quelles sont les qualités qui étaient reconnues à ce modèle d'homme-là, hein, cet homme idéal? Il y avait les valeurs que nous avons évoquées tout à l'heure, les notions de décence, d'équilibre, de mesure et tout. Mais au-delà de cela, il y a aussi que l'honnête homme au XVIIe siècle était un homme respectueux de son prochain. Hein, ce sens du respect vis-à-vis de son prochain était véritablement une aspiration fondamentale du côté de ce qu'on appelait l'honnête homme à l'époque. Donc, l'honnête homme, c'est un homme avant tout respectueux de son prochain, qui avait un très grand respect vis-à-vis de son prochain, et donc qui avait le sens de l'écoute, qui était attentif à l'autre, et qui était toujours prêt à montrer son entre-gens, sa disponibilité vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'homme ou de la femme qui est devant lui. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, l'honnête homme était un homme respectueux, c'est important à retenir. Alors, c'est aussi quelqu'un qui était cultivé. L'honnête homme, c'est quelqu'un qui avait un grand savoir, dans la plupart des cas, un savoir qu'il ne lésine jamais à rechercher. Il en avait dans la tête, mais il ne se suffisait pas à ce qu'il savait. Il cherchait aussi à agrandir son savoir, à repousser les frontières, n'est-ce pas, de l'ignorance.
Donc, c'est quelqu'un qui était fondamentalement cultivé, qui savait beaucoup de choses, mais qui pensait qu'il pouvait toujours encore engranger des savoirs, des connaissances. Et pour ce faire, évidemment, l'honnête homme avait le sens de l'écoute. Quand un honnête homme rencontre, ou bien rencontrait à l'époque son prochain, et que l'autre, n'est-ce pas, se mettait à dérouler en exprimant son savoir, alors l'honnête homme préférait se taire et l'écouter. Parce qu'il savait que dans la communication de l'autre, il pouvait toujours gagner quelque chose. Et c'est ça qui fait vraiment le charme de ce type d'homme-là. C'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute et qui a aussi le sens de l'humilité. Voilà, donc ce n'est pas quelqu'un qui vient pour vous montrer qu'il sait beaucoup de choses, qu'il est très fort, qu'il a beaucoup de connaissances. Non, il a le sens de la mesure et il vous écoute. Et donc, malgré tout le grand savoir dont il est porteur, il préfère se taire, garder le silence et vous écouter. Et donc prendre un peu du savoir que vous déroulez. C'est un peu comme ça que se comporte l'honnête homme. Mais c'est quelqu'un quand même qui est cultivé. Hein? Il sait beaucoup de choses dans la plupart des cas. Ce monsieur qu'on appelle l'honnête homme. Alors, c'est quelqu'un aussi qui a le sens du goût. Voilà. Mais c'est quelqu'un aussi qui est visionnaire. Quelqu'un qui regarde très loin devant lui et qui imagine déjà l'avenir, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est quelqu'un quand même qui reste enraciné dans le contexte, n'est-ce pas, où il vit. Si ce n'est pas quelqu'un qui tourne le dos totalement, n'est-ce pas, à la situation actuelle pour se projeter vers un avenir incertain. Mais il est à cheval sur les deux. Il est enraciné au cœur du présent, mais il a, n'est-ce pas, une attitude de visionnaire. C'est quelqu'un qui se projette aussi vers le futur, sans pour autant verser dans l'excès, quoi. Voilà, il regarde le futur en espérant que c'est en quelque sorte un essor possible qu'il faudra explorer, mais ça ne l'empêche pas de rester un homme de son temps. Un honnête homme, c'est un homme de son temps, c'est quelqu'un qui est enraciné au cœur de son époque, mais ça ne l'empêche jamais de regarder vers le futur et même parfois de chercher à embarquer ses semblables vers ce futur-là, sans pour autant chercher maintenant à les extraire totalement de ce présent. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est intelligent dans sa démarche. C'est quelqu'un qui sait parfaitement que la vie est faite d'un ensemble de maillons et qu'il faut prendre en compte chaque maillon pour pouvoir faire une vie. Et c'est la raison pour laquelle le présent l'intéresse, mais le futur ne lui est pas indifférent. Donc c'est ça aussi un honnête homme. Voilà, donc c'est un homme charmant qui a vraiment le sens du sourire, qui est modeste dans son comportement, qui a beaucoup d'humilité, qui a le sens de l'écoute, qui a de l'entre-gens. Ça veut dire que dans la vie sociale de tous les jours, c'est quelqu'un qui est agréable au débat, qui est agréable à la conversation. Il a vraiment le sens de l'échange, le sens des relations humaines. Et donc, c'est quelqu'un qu'on déteste difficilement, l'honnête homme. C'est un homme de valeur, qui a plein de valeurs, et il suffit de le rencontrer pour quelques minutes pour savoir que cet homme-là, n'est-ce pas, est un homme de valeur qu'il faut véritablement adopter et qu'il faut aimer. Donc c'est ça l'honnête homme. Donc l'honnête homme, chers élèves, c'est le modèle d'homme. C'est le modèle d'homme idéal inventé par le XVIIe siècle et qui était présenté comme un exemple à suivre. Et de temps en temps, on en voyait dans la société. L'honnête homme, c'était très difficile de le voir au complet dans la société, mais il y avait certains qui faisaient l'effort d'incarner totalement ce modèle d'homme qu'on appelle l'honnête homme. Hein? Voilà, donc c'était vraiment un phénomène à l'époque, hein, ce qu'on appelait l'honnête homme. Alors maintenant, il y a le phénomène des salons. Alors les salons, c'est quoi? Les salons, c'est tout simplement des rencontres très intéressantes qui étaient organisées par des femmes
parce que aussi, il faut qu'on fasse cette précision, les salons, en tout cas, ce n'était pas l'affaire des hommes. Les salons, c'était l'affaire des femmes à l'époque, au XXe siècle. C'est elles qui organisaient les salons. Et qu'est-ce qu'un salon? C'est tout simplement un grand événement culturel et littéraire organisé par une femme influente, une femme pleine de grâce, mais aussi intelligente dans la plupart des cas, une femme illustre. Donc, en tout cas, c'est ce type de femmes-là qui organisaient les salons à l'époque au XXe siècle. Et donc, les salons réunissaient pendant un certain nombre d'heures des hommes de grande dimension, des hommes illustres qui sont issus du monde culturel, du monde littéraire, du monde des arts. Donc ce sont ces hommes et ces femmes qui représentent la crème, si vous voulez, des arts, des lettres et de la culture. Ce sont ces hommes et ces femmes qui prenaient part à ces salons, n'est-ce pas, à ces événements importants organisés par de grandes dames intellectuelles dans leur propre maison, dans la plupart des cas. C'est-à-dire les femmes qui organisaient les salons recevaient dans la plupart des cas chez elles. Et donc leur maison était transformée en un espace culturel bouillant. Voilà, où véritablement les invités prenaient la parole, échangeaient sur un certain nombre de questions fondamentales, à savoir les livres qui sortaient, quand il y avait une nouvelle publication qui venait d'être faite par quelqu'un, il pouvait mettre cet ouvrage en débat et chacun pouvait donner son avis sur l'ouvrage en question. Certains pouvaient critiquer, d'autres pouvaient aussi encenser l'auteur. Mais ce qui était le plus important, c'était la parole qui tournait autour de cette œuvre-là. Voilà. Donc, il y avait aussi des débats autour de la condition de la femme, par exemple. Parce que aussi, la question de la femme et de sa place dans la société était vraiment un objet de débat à l'époque au XXe siècle. Et donc, dans la plupart des cas, au cours de ces salons, n'est-ce pas, la question de la condition féminine était soulevée et ça faisait l'objet de débats houleux de la part des invités. Donc, il y avait plein de thèmes qui étaient développés pendant ces salons. Et donc, une dame organisatrice de salon pouvait en tenir un ou deux pendant l'année. Ça dépend. Mais en tous les cas, c'était un événement qu'il fallait préparer. C'était une grande préparation parce que les invités étaient sélectionnés et donc l'objet des débats était aussi préparé. Donc tout ceci fait que les salons étaient de très grands événements à l'époque. Et c'est des événements qui rassemblaient ce que la France avait de plus grand en termes de création, en termes, n'est-ce pas, d'invention et en termes, n'est-ce pas, d'auteur. Voilà, donc c'est ça qui se passait à l'époque. Et nous pouvons d'ores et déjà donner quelques noms, n'est-ce pas? Parmi les organisatrices de salons les plus célèbres, il y avait une certaine Madame de Sévigné. Il y avait aussi une certaine Madame de Lafayette, mais il y avait aussi Madame de Rambouillet, Alors, et je me dois de dire que même si ces deux dames étaient très importantes dans le cadre, n'est-ce pas, de ces activités, celle qui était de loin la plus célèbre, la plus influente parmi ces organisatrices de salon, c'était vraiment Madame de Rambouillet. Donc c'était vraiment un nom, c'était un label, Madame de Rambouillet. Et donc les salons de Madame de Rambouillet étaient des salons très, très, très courus à l'époque. Voilà. Donc l'organisation de ces salons, comme vous pouvez l'imaginer, était en quelque sorte c'était une pratique, si vous voulez, très importante pour diffuser les valeurs du classicisme
Donc tout ce que nous avons dit là, je veux dire que les attributs que l'on reconnaît à l'esprit classique, c'est pendant ces salons-là que ces attributs-là, que ces valeurs étaient en tout cas véritablement mises en perspective. Mise en perspective. Et donc, ceux qui fréquentaient ces salons profitaient de ces événements-là pour véritablement permettre à l'esprit classique de s'épanouir davantage encore. Parce que, comme je l'ai précisé à l'entame de mon propos, les hommes et les femmes qui fréquentaient ces salons, ce n'était pas n'importe qui, c'était des hommes et des femmes extrêmement importants, très influents, et donc qui pouvaient en quelque sorte s'appuyer sur leur capacité d'influence pour pouvoir orienter la société dans un sens ou dans un autre. Donc l'esprit classique vraiment prenait de la valeur au cours de ces rencontres-là, organisées par des femmes influentes, parmi lesquelles Madame de Sévigné, Madame de Lafayette et surtout Madame de Rambouillet. Alors donc, chers élèves, évidemment, nous allons nous en arrêter là pour la première partie de notre leçon. Prochainement, nous allons aborder ce qu'on appelle les genres littéraires qui se sont développés au cours de ce siècle. Nous en avons évoqué quelques-uns, mais nous allons particulièrement mettre l'accent sur ce que l'on appelle le théâtre, parce que justement, l'importance de cette leçon, il faut la comprendre. C'est une leçon qui nous permet d'aller à la découverte, n'est-ce pas, d'un genre qui était le genre dominant et de loin, le genre théâtral, le théâtre, parce que tout simplement, nous devons aussi étudier une œuvre intégrale, n'est-ce pas, de ce siècle. Il s'agit tout simplement de Phèdre de Jean Racine. Mais pour ce faire, il faut d'abord qu'on aille à la découverte de ce que l'on appelle le théâtre, qui était le genre dominant à l'époque. Donc prochainement, je vous parlerai, n'est-ce pas, du théâtre en tant que genre et comment se présenter ou bien comment s'exprimer ce genre à l'époque, quels étaient les différents types de théâtre qui existaient et comment ces types de théâtre-là se sont épanouis. Et nous allons profiter ensuite de cette même occasion-là pour aller à la découverte d'une œuvre que vous avez certainement étudiée ou bien que vous êtes en train, en tout cas, d'étudier. Il s'agit tout simplement de Phèdre de Jean Racine. Donc, chers élèves, nous allons nous quitter sur ces mots en espérant que l'essentiel a été compris et que prochainement, nous allons avoir l'occasion d'aller un peu plus en profondeur dans l'esprit classique, notamment à travers le théâtre qui était le genre dominant à l'époque. Je vous remercie. www.suividécole au Sénégal.